Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Allez-y, madame. Et il y a évidemment un parallélisme de gravité entre la perte des droits sur l'algorithme de la CAFA et sur le fait qu'on puisse avoir accès aux menus que par QR code. Je trouve que ça n'est pas complètement sans lien parce que à force d'accepter toutes ces soumissions, ce sont des soumissions, on accepte ce formatage. Bien sûr qu'on pourrait, moi c'est ce que je veux dire, d'abord je n'ai même pas de quoi lire un QR code, donc la question ne se pose pas, mais si elle se posait, je pourrais aller à une borne aussi, mais je ne vais pas à une borne, et je ne vais pas lire un QR code, je vais aller ailleurs. Tant qu'il y a des ailleurs, à force d'accepter, il finira par ne plus y avoir d'ailleurs. Et ça, c'est grave aussi parce que ça définit une forme de société, une forme d'être ensemble ou de ne pas être ensemble. Et ça a aussi une influence sur les droits minimums, sur le fait que les gens n'ont pas accès, ne demandent même pas leurs droits, etc. Ça n'est pas sans lien. On a tous une responsabilité dans le fait d'accepter, de nous soumettre à ça. Merci, ça fait. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou c'est une autre question. J'en viens, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont rempli un peu qui ont répondu à différentes questions, et dans les mots qui ressortent, c'est menace. Sur une question: en quoi l'omniprésence du numérique vous semble-t-il représenter une menace ou une opportunité pour l'égalité et la démocratie? Le terme menace est revenu plusieurs fois. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question? Oui, pas une question avec directement sur le numérique, mais à mon avis, pour le travail, parce que vous avez certainement travaillé sur le problème de l'illettrisme, ce qui me semble, ma sœur, par exemple, avant, c'est une cause première des difficultés d'accès au numérique. Et je suis un peu choquée quand on aborde le numérique par le numérique et non pas par ce qui constitue les éléments d'une précarité et d'une difficulté à participer à la vie sociale. Et il me semble que bien avant le numérique, je ne sais pas qui va s'en occuper, bien avant le numérique, il y a tout ce qui se constitue du côté du numérique, qui confronte à ces problèmes de confidentialité, par exemple. Si vous êtes obligé de demander à quelqu'un, parce que vous ne savez pas lire ou écrire, ou mal lire, mal écrire, de faire à votre place, de dire « Oh, excusez-moi, je ne vois pas très bien pour remplir le chèque. » J'ai connu ça, j'ai vu ça. Il me semble qu'il faudrait pouvoir quand même articuler les deux problèmes, parce que l'exclusion, le non-accès au droit, il ne date pas du numérique. Bien avant qu'on parle de numérique, beaucoup de gens n'allaient pas jusqu'à demander leurs droits ou faire aboutir leurs droits. Et il me semble qu'il faudrait avoir une approche, je dirais, multicondale, excusez-moi du terme, du problème. Et que, excusez-moi madame, mais ce n'est pas en mettant du matériel à disposition qu'on va régler les problèmes antérieurs qui sont notamment sur le numérique. Oui, je voulais répondre du coup, mais parce que justement, enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit le propos des personnes ici. En tout cas, sur Villeurbanne, et quand je vous parle, au-delà des petits rêves et de l'imaginaire que j'ai envie qu'on construise ensemble. En fait, la question de l'accès au droit, bien sûr qu'elle est en amont, en fait, et que le numérique ne fait qu'accentuer ce que je vous disais dans les précarités numériques. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que quand j'ai présenté la délibération sur le droit au numérique, j'ai parlé, dans les différents rapports et dans les différentes politiques qui sont menées, on parle tout le temps de dématérialisation. Déjà, donc, il y a un mensonge un peu écologique derrière ça, de dire qu'il n'y aurait plus de matériel derrière et que ce serait dans le cloud, donc dans le nuage, le fameux nuage, il est très palpable, hein, il est en acier, il est en circuit imprimé, enfin bref.
mais toute cette dématérialisation, moi j'aime plutôt donner le nom de numérisation déjà, et j'y oppose justement, par rapport à ce que vous dites sur l'accès au droit, j'y oppose la réhumanisation des services publics. C'est-à-dire que moi, sur la partie sur Villeurbanne, je me dis comment je suis capable plutôt d'embaucher des personnes, parce qu'en fait, cette numérisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse totalement les piliers du service public. Parmi un des piliers du service public, donc c'est-à-dire un peu les engagements que prennent les agentes et agents du service public, il y a l'adaptabilité à l'usager. C'est-à-dire que on renverse totalement ça parce que historiquement, c'est à l'agent du service public de s'adapter à l'usager. C'est-à-dire que s'il ne sait pas lire, s'il ne sait pas écrire, c'est à l'agent de remplir le CERFA. Vous savez, les fameux documents que même quand on, je pense, on a une maîtrise en littéraire, ça peut être compliqué. Donc du coup, c'est à l'agent de réaliser ça. Aujourd'hui, avec le numérique, en fait, indirectement, c'est à vous de savoir remplir votre case 3BC des impôts. Quand vous êtes en statut micro-entreprise, SASU X18 de votre année N-3, que vous devez uniquement donner les revenus entre février et mars, vous vous êtes trompé, monsieur, quand même. Enfin, c'était simple. Il fallait remplir 6886 dans cette case. En fait, tout ce que je vous dis là, vous pourriez le rencontrer, en fait, parce qu'on a justement renversé. Et donc, cette question-là de l'accès au droit, bien sûr qu'en fait, si vous ne parlez pas français, si vous avez des difficultés déjà d'intégration dans la société, en fait, le numérique, et du coup, pour rebondir sur ce que vous avez dit aussi, madame, en fait, ces choix-là, on nous les impose et vous aurez beau, on peut refuser et en fait, on peut créer des îlots, des bulles de résistance face à ça parce que c'est la seule chose qui nous reste. De toute façon, ils vont nous imposer cette numérisation globale. Mais bon. Je pense que tu as dit plein de choses, mais il y a aussi, c'est ça, c'est que ça fait peser en fait sur l'individu la responsabilité, en fait, et c'est en ça que nous, on travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux, parce que, en fait, nous, on n'est pas du tout pour du tout numérique, justement. On veut donner l'option, et en fait, il y a aussi ce pragmatisme-là, c'est-à-dire qu'en fait, nous, en 2015, quand il y a eu toute cette dématérialisation qui a commencé, en fait, on a juste, c'est pas suivi le pas, mais c'est juste qu'on se rend compte au quotidien, quand on accueille des personnes, bah, qu'en fait, on veut donner l'outil, on veut donner, alors ça peut passer par le matériel, mais pas que, en fait, on veut donner l'option possible à l'individu, non pas d'être tout seul, mais d'être et accompagné par le travailleur social, mais aussi d'être en capacité en fait, d'avoir accès à ses droits et de connaître ses droits aussi. Donc ça, en gros, c'est clairement leur redonner le pouvoir. Oui, non, ce que je voulais rajouter, c'est quand même que la numérisation ou la matérialisation, derrière, c'est quand même la suppression des humains. C'est quand même pour faire des économies de personnel partout où c'est possible. Quand il n'y a plus de personnes derrière les guichets dans les préfectures, sont des personnes on a des salariés qu'on n'a pas besoin de payer ou des fonctionnaires qu'on n'a pas besoin d'embaucher. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, il faut pas oublier cette question-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la dématérialisation, il y a aussi des privilèges. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, mais si c'est le cas, vous avez dû le déclarer sur Internet. Vous vous souvenez peut-être que la date limite a été reportée 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivaient pas à... Mais comme c'était des propriétaires, il y a eu, je pense, une grande indulgence de la part des pouvoirs publics contre... Donc il y a vraiment... deux poids, deux mesures, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais dans d'autres domaines, mais c'est quand même aussi, quand je parle des CAF, c'est quand même aussi la chasse aux pauvres. Hein, et Esther Duflo, qui a lu la lettre de changer de cap adressée au Premier ministre, en a parlé sur France Culture, et c'est sa conclusion, hein, c'est vraiment la chasse aux pauvres.
Moi, je voulais faire des observations plutôt que des questions. Tout d'abord, effectivement, ce qui avait été peu évoqué, enfin, je suis un tout petit peu en retard, mais qui est peu évoqué, c'est pourquoi les services publics sont dématérialisés. C'est pour réduire les coûts, c'est pour supprimer des agents. Mais ce phénomène, il n'est pas uniquement dans le numérique, on le voit aussi dans tous les appels pour contacter des services, ce soit les EDF ou autres. Vous n'avez plus, ou même des sociétés privées, vous n'avez plus de standard. Vous devez envoyer un mail. Voilà. C'est de plus en plus difficile d'accéder à ces droits, d'accéder aux services. Et alors, moi, je pense que sur la tribune, il y a deux approches qui sont complémentaires. C'est à la fois pour les institutions, je suis moi-même élu de ma commune, l'institution, c'est de dire comment on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux droits malgré la numérisation. Et de l'autre côté, c'est comment on permet à des gens qui sont vous avez dit, numérique, bon. Ça, ouais. C'est des nouveaux mots. Mais effectivement, une forme d'illettrisme du numérique, c'est plus simple comme ça. Comment on permet à des gens qui, justement, ont du mal à accéder, à pouvoir accéder, parce qu'effectivement, la réalité, c'est que ça devient très, très compliqué pour des gens, souvent, bien sûr, d'origine modeste, qui ont peu de formation, qui sont étrangers. Voilà. Donc, les deux approches sont complémentaires. Il faut à la fois travailler dans les deux sens, ça me semble. Voilà. Bonsoir. Moi, je renverserais plutôt la question. Moi, je suis dans l'école de commerce, je lis le numérique tous les jours, tout le temps, très haute dose, heureusement, malheureusement, ça fait mal. Est-ce qu'il ne faudrait pas considérer le numérique comme un outil? Ça peut être formidable, hein. Par exemple, aujourd'hui, on travaille de manière collaborative, on a un document partagé, il faut partager ses collègues de travail. Vous voyez, je pense que ça a quand même des impacts positifs. La question, c'est plutôt pas peut-on vivre avec ou sans numérique, mais c'est comment on se sert du numérique justement pour être vecteur de progrès pour on va dire l'ensemble des parties prenantes, parce que de toute façon il est là, je ne pense pas que ça va disparaître, si on est disons, un peu pragmatique des choses. La question c'est plus dans la formation, dans l'accompagnement justement, et aussi dans notre rôle politique, de savoir mettre le bon curseur sur le numérique en fait, parce que je pense qu'à des fois ça peut être aussi une opportunité pour les personnes et pour le service public, notamment peut-être des tâches à plus haute valeur ajoutée. Je sais pas, c'est un peu nuancé. Tu réponds là-dessus ou une question? Moi, je peux prendre enfin, je vais prendre là-dessus. Pour rebondir aussi. Ouais, bah allez. Justement, là-dessus, vous parliez tout à l'heure de suppression de postes, tout ça. C'est la suppression de postes, c'est la suppression de temps de travail. Parce que c'est le travail, oui, c'est traité pour ça, c'est du temps. Et ce temps, au final, pour moi, il est répercuté sur les usagers, les citoyens. Parce qu'au final, comme vous le disiez tout à l'heure, vous devez faire une fiche d'impôt pour aller faire une demande de MDPH, par exemple. Vous voyez la taille du dossier, une demande à la carte particulière, une demande de financement. Au final, à l'époque, c'était les travailleurs embauchés par la CAF, par les impôts, par je ne sais qui faisaient ce travail, qui connaissaient leur métier, qui permettait de gagner un temps énorme. Parce qu'en fonction du cas particulier, là on parle du cas particulier à chaque fois. Parce que sur les sites internet, en général, il y a des cases. Et si on ne fait pas partie de la case, du coup, on fait comment? Et c'est là où l'interlocuteur est indispensable, c'est pour gérer ces cas particuliers, on prenne un temps de fou. Pour compléter ce dossier mirobolant, il faut étudier sur le site, consulter le site, perdre un temps de fou. Donc en fait, c'est le temps de travail gagné pour les institutions, et au final, perdre, nous, citoyens, du temps de vie. Et pour, au final, rebondir la formation, enfin former, tout ça, le problème, c'est que c'est des cas particuliers. Il y a beaucoup de cas particuliers, les personnes précaires veulent avoir, qui ont besoin, un besoin vital d'avoir accès à des services publics réels, et non sur Internet, qui font face constamment à des cas particuliers, qui sont hors cadre, qui sont hors réglementation, parce qu'ils sont dans la précarité, parce qu'ils sortent des... Voilà. Et ça, c'est pas un site internet, une hotline téléphonique qui va pouvoir gérer leur situation. C'est une personne.
constamment. Donc en fait, ça se répercute sur les travailleurs sociaux. Au final, on a viré quelqu'un de chez. On n'a pas embauché un départ en retraite, on n'a pas renouvelé un départ en retraite aux impôts, ou à la CAF, ou je ne sais où. Du coup, ça va être une travailleur social local, une association qui a des travailleurs sociaux, qui vont pouvoir pallier à ça de toute façon. Et du coup, on va engorger les services sociaux. Donc, je ne sais pas si on déplace le... Voilà, on dépasse le problème ailleurs et on fait perdre encore plus de temps aux gens. Et on les stresse. Je peux j'ai des éléments sur les deux interventions. En fait, on n'a pas, et je pense pas que le propos a été, on n'est pas venu, en tout cas moi je suis pas venu dans la démarche technophobe, hein, enfin, aucunement. Je peux vous montrer ma poche, j'ai un smartphone, je suis ingénieur en informatique, donc globalement, enfin, il n'y a pas de souci, ma technophobie va bien. L'idée en fait derrière tout ça, c'est juste ce que je vous reposais sur peut-on vivre sans le numérique? Est-ce qu'on nous pose la question? Est-ce que vraiment c'est un sujet de débat de société? Rappelez-vous la 5G, rappelez-vous toutes ces promesses, rappelez-vous le fait que grâce à la 5G maintenant, un chirurgien pourra vous opérer à cœur ouvert à 6000 km. C'est incroyable. Mais en fait, s'il y avait assez de chirurgiens pour que le chirurgien il puisse être dans l'hôpital public à côté de chez moi pour m'opérer de mon cœur, je m'en porterais peut-être mieux et j'aurais pas besoin de la 5G. Mais en fait, on m'a pas posé la question des antennes, on m'a pas posé la question de est-ce que en fait on doit aller vers la 5G? Et en fait, au moment où on vous installe la 5G, faut vous dire que le débat et en fait la technologie sur la 6G, elle est déjà en cours, c'est déjà là en fait. Et donc, vous allez dans cette course vers le progrès. Il y avait quand même un mythe, notamment d'économistes au début du siècle, qui disait qu'avec les progrès technologiques, alors on n'était pas sur les documents partagés, on n'était pas sur Google, sur ce que vous voulez comme outil de documents partagés, mais la promesse c'était que par la technologie, par le progrès technique, on allait on allait travailler plus que moins de 10 heures par semaine. Je ne sais pas pour vous, hein, mais j'en suis loin des 10 heures là actuellement. Rien qu'avec ce soir, là, déjà, je pense que la semaine est faite du coup. Mais voilà, en fait, il y avait toujours ces mythes de ça ira mieux parce qu'il y a le progrès. Mais en fait, là, tu te rends compte, moi, c'est souvent ce qui arrive même dans la mairie, parce que vu que je suis adjoint au numérique, on va me faire le coup de non, mais là, avec le nouveau logiciel, tu vas voir, du coup, ça va être performant de ouf là, et du coup, on va pouvoir allouer le temps de travail des fonctionnaires va être autre chose. Ah non, j'alloue le travail des fonctionnaires sur le debug de nos nouvel outil pour l'expliquer aux collègues d'à côté qui en fait ne savent pas s'en servir. Donc en fait, j'ai rien gagné dans cette histoire. Et pour les usagers, parce qu'on est quand même resté vachement avec les habitants, enfin les personnes qui sont dans des situations de précarité, en fait, il y a même et c'est ce que tu as évoqué, il y a la question de la triple facture, quoi. Vous payez votre abonnement Internet, vous payez votre matériel pour accéder à vos droits, et en plus bientôt, alors ça c'est pour l'usager mais aussi pour les institutions, vous payez des sociétés de conseil ou des assos, et des fois le paiement en fait il est gratuit, mais en fait les assos c'est quand même des salariés, c'est des personnes qui travaillent, c'est pour parler en bon économiste, c'est du PIB, hein, enfin, c'est du PIB, hein, tout ça. Donc du coup, ça a de la valeur. Et ben en fait, les sociétés, ces sociétés de conseil, elles vont vous facturer des prestations énormes pour vous dire ah mais attendez, là votre service il n'est pas du tout opérationnel. Bon, signez le chèque et puis vous verrez, ce sera opérationnel. 2 ans plus tard, c'est toujours pas opérationnel. Non, mais vous inquiétez pas, là ce sera opérationnel. Enfin, vous voyez la boucle infinie qui fait qu'après McKinsey a des chèques de la part du gouvernement assez énorme. Donc moi, c'est vraiment, je repose juste cette question de oui, bien sûr, ça peut être formidable, et oui, il peut y avoir des opportunités magiques, mais vraiment le débat, il n'est pas posé, on ne se pose pas ces questions-là, et aujourd'hui, la promesse du gain de temps et la promesse d'un avenir radieux grâce au numérique, moi je ne l'ai pas vu, hein. Enfin, j'en suis pas là. Par rapport à, notamment au partage de documents, enfin, c'est vrai que
je suis pas contre le numérique et la Ligue des droits de l'homme n'est pas contre le numérique, on est contre le technosolutionnisme. Hein, voilà. Et par rapport à l'utilisation du numérique en entreprise, évidemment, on n'a rien contre. Par contre, partager un document, si ça peut être sur autre chose que sur Google, si on peut éviter d'enrichir les GAFAM, il y a des logiciels libres qui permettent de partager des documents sans problème. Hein. Voilà, donc c'est juste une petite remarque que je voulais ajouter. Allez-y, madame. Moi, je suis venue ce soir pour justement le droit au non numérique. Hein, donc, et la présence du droit de l'homme, pour moi, semblait très important. Parce que, effectivement, on a parlé beaucoup aider le numérique, aider. Hein, mais quand on choisit, nous, d'abord pour plusieurs raisons, je suis électrosensible, donc je n'ai pas Internet, il y a plein de choses. Hein, et puis, je ne suis pas la seule, on est nombreux. Hein, donc, voilà, donc on nous laisse le choix d'utiliser ou pas le numérique. Alors par exemple, je vais citer plus récemment, on parlait des impôts. Les impôts, on peut faire sa déclaration par un papier. Hein. Il y a tout un tas de personnes, au moment des déclarations d'impôts, on est nombreux hein, là-bas. Hein, au centre des impôts, je peux vous le dire. Et puis, on ne se le fait pas faire, hein, on remplit sur papier. Les TCL, là, tout récemment, nous ont fait le coup, là, en 3 jours, de nous dire, il n'y a plus de ticket, on enlève le ticket et on fait une carte, voilà, et on continue la matérialisation, dématérialisation, et c'est tout ça. Alors le Sénat qui dit les usagers sont contents, mais je pense pourquoi, sur quoi ils se basent et à quel moment ils nous interrogent. Alors on voudrait bien avoir du choix. Alors on résiste comme on peut. On fait des actions, on a fait des actions là, contre les enfants et le numérique. La métropole qui organise un festival qui s'appelle Super Demain, hein, dans lequel, voilà, soutenu par la métropole et la ville de Lyon et tout ça, Super Demain, c'est pour apprendre aux enfants, les plus petits, à partir de 3 ans, à aller sur les écrans. Est-ce que c'est... Voilà, où on en est. Alors que j'ai retrouvé un Viva de Villeurbanne, un Viva, quand vous êtes arrivé, il y avait un grand article sur attention les écrans, les enfants, les écrans. Sur le Viva, le premier quand vous êtes arrivé à la métropole, à la ville de Villeurbanne. Et voilà. Alors c'est tout un tas de choses parce que moi je veux bien dire allez, ça aide, c'est machin, etc. Il y a des gens qui sont dedans. Mais non, on a le droit de ne pas être dedans. Et apparemment, là, je sors sans savoir si on peut faire quelque chose ou pas, à part se faire aider, mais c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas se faire aider pour aller sur le numérique. Alors, on résiste comme on peut. Alors, on aide. Par contre, parfois, eh ben, ça passe par des cases et on finit par trouver ça normal, nous, qu'il y en a qui pètent des antennes, qui pètent des trucs et tout, parce qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus de solution, ben, je pense qu'il y a des choses qui... Voilà. Pour répondre, je ne sais pas si vous êtes arrivé, quand j'ai présenté depuis le début sur la question du droit au non numérique, enfin, quand vous parlez, oui, les impôts, vous pouvez faire la queue pendant X heures pour aller remplir le formulaire papier. En fait, sinon, on reçoit le papier chez soi. Oui. Ah, vous le rendez, oui, mais enfin, la déclaration qu'on a. Ben oui. On vous impose pas petit à petit de passer forcément par la déclaration. Mais il faut dire non, ça aussi. Il faut dire non. Ouais. Pour dire que, parce qu'en plus, j'avais eu des problèmes pour truc. Et j'ai dit que je voulais continuer tout ça. Et on m'a dit, vous avez tout à fait raison. J'ai dit, de toute façon, moi, c'est pas parce que je refuse de me mettre à vrai. C'est parce que je suis convaincue que ça supprime des emplois. Le gars, il a failli m'embrasser. Le nombre de postes qui avaient été supprimés depuis cette année. Mais le problème, c'est que les gens ne le savent pas. Une fois, j'en parlais, et on me disait, ah mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Attendez, quand je viens de le faire, je sais bien que c'est possible. Les gens, ils restent au couillon. Et c'est tout à fait, je rejoins ce que vous disiez, madame.
On dirait que les gens, maintenant, ils ont plus de neurones sous les cheveux pour On est réfléchir. d'accord. On leur dit, faites-ci. À la poste, Petit, ça vient les gens, on dirait qu'ils réfléchissent plus. On dirait, est-ce qu'on peut faire autrement? C'est comme pour les caisses automatiques et tout ça. Moi, je ne vais jamais à une caisse automatique. Jamais. Sur l'autoroute, c'est compliqué maintenant, sur les caisses automatiques. J'ai travaillé à l'autoroute, donc je sais que j'ai fait partie des gens qui, quand j'étais étudiant, mais C'est compliqué. Il faut savoir la société qu'on veut. Voilà, Si exactement. on a une société encore avec de l'humain, et puis moi, oui, j'avais fait tout à l'heure pour dire, il y a une question que je me pose, moi, parce que ça supprime des emplois, ça, c'est bon. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça permet pas le flicage et la surveillance? Parce que l'agrégation de tous ces renseignements. Et alors, l'autre jour, j'ai reçu un truc par Internet, une pétition contre la fusion de la carte d'identité capitale. Et alors, c'était apocalyptique. Parce qu'il disait que justement, cette agrégation de renseignements pouvait être dangereuse, que désormais, un banquier, par exemple, pouvait savoir que vous aviez eu telle maladie, et du coup, ne pas vous accorder un prêt, enfin, etc., etc. Et donc, alors moi, c'est là-dessus que je voudrais bien qu'on creuse. Par exemple, ça, le docteur aussi, alors ça aussi, j'ai jamais, moi, je connais pas le résultat. Et parce qu'on m'avait dit que c'était une façon d'influencer le patient, parce que si justement vous n'avez plus de place chez le médecin que vous prétendez, il vous donne autre chose et tout ça, et qu'en plus, là encore, agrégation d'informations, en France, il paraît qu'il n'y a aucune entreprise qui est capable de gérer informatiquement tous ces renseignements, et donc que ce serait confié à des entreprises étrangères. Oui, bien sûr. Peut-être pour répondre sur le premier. oui, sur les impôts en fait, ce que je voulais dire sur la question des impôts au papier, déjà la formulation en fait. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, on m'a pas, enfin, quand on m'a dit par l'impératif. C'est-à-dire qu'on m'a dit maintenant vous allez déclarer votre truc en ligne. C'est pour ça que je vous disais que pour moi ça avait été passé en ligne et que je l'avais fait la démarche papier. Oui, mais c'est une démarche personnelle d'agir contre. C'est-à-dire que quand vous êtes sensible à cette question-là, encore une fois, la démarche de aller contre est plus dure que vous avez le choix de. La formulation déjà crée le conflit là-dessus. Mais c'est pour ça que j'essaye d'agir au niveau de là où j'ai le pouvoir, c'est-à-dire à Villeurbanne, sur, quand je vous parlais des files d'attente, c'est de me dire, oui, ok, on a la possibilité de faire cette démarche autrement qu'en ligne. Mais moi, ce que j'essaie de garantir en face, c'est aussi d'embaucher des personnes pour faire en sorte que ma démarche à la ville en présentiel pour l'usager, alors elle sera jamais aussi rapide que quelqu'un qui vraiment fait son inscription en ligne, mais en fait je lui garantisse qu'il ne va pas attendre 6 heures au guichet, parce qu'en fait justement il y aura... Non, mais justement, mais c'est très bien, si vous êtes content de ces impôts de Rugard Ribaldi, je veux pas aller contre ça, mais c'est justement... Non, mais ce que je veux dire, pour les services à Villeurbanne, en tout cas, si on est content et si on a des guichets, c'est tout l'objectif qu'on a avec justement les embauches d'agents au niveau local, si on est capable justement de donner accès à des services de façon physique, avec des formulaires, avec un standard téléphonique, avec des humains au guichet. C'est ça, on va dire, la solution que je propose et que je dis. Mais il faut savoir que c'est une vraie lutte. C'est-à-dire que la vraie lutte, c'est de dire, ah, mais quand même, une embauche, c'est X milliers d'euros par an, alors qu'un service en ligne et un formulaire, bah, en fait, c'est 3 clics. En fait, on revient sur le discours d'avant de les 3 clics, en fait... Absolument. En ligne, d'ailleurs, encore. Comme le refus des codes actuels dont vous avez parlé, c'est le refus. C'est très important. On va prendre une autre question. Il y avait pas mal de mains levées, madame. Oui, je vous remercie parce qu'on a l'impression de délayer énormément de choses très très vite parce que c'est une question d'incidence. Moi, je voudrais simplement donner des exemples de ce qu'on fait avec les associations, etc., pour essayer de prendre à bras le corps le problème.
Parce qu'en fait, on a parlé d'efficacité, on a parlé de perte de temps, etc. Donc, l'organisation, on a tous pour justement répondre à ça. Mais il me semble que quand même, ce qu'il y a derrière, d'abord, c'est un projet de société qui rend les précaires responsables de leur précarité. Vous n'avez qu'un fait précaire ou étranger ou en. Donc ça, c'est le premier point. Et que ce projet de société, il n'est pas simplement à l'œuvre dans la numérisation, mais aussi dans plein d'autres domaines. Alors, je donne un autre exemple. On a parlé de création d'emplois, ou de suppression d'emplois. À la Poste, alors, je ne suis pas lyonnaise d'origine, donc je ne peux pas vous donner les retrouver le bureau de poste. Les personnes qui ont des difficultés pour remplir un dossier peuvent aller à la Poste. Et ils ont donc l'aide d'agents. Mais ce n'est pas des agents de la Poste, c'est des anciens salariés de la Poste, et qui sont évidemment là pour aider les personnes à remplir leur dossier numérique. Oui, ils financent évidemment. D'accord. Ça c'est le premier point. Après, il y a des choses aussi qui sont un peu étranges. Je pense que vous savez qu'il y a beaucoup d'associations sur Lyon parce qu'il y a une tradition d'accueil et d'accompagnement des étrangers. Et donc, beaucoup d'associations interviennent auprès d'étrangers pour notamment aider à remplir les fameuses demandes de titres de séjour, etc., accompagner les jeunes, notamment les mineurs non accompagnés. Et là, je le cite parce que moi j'ai swatché quand j'ai entendu ça, une des présidentes d'une des associations importantes sur Lyon, expliquait que pour remplir le dossier d'une personne, il n'y a pas d'onglet pour la première demande. Il n'y a que des renouvellements. On ne peut pas faire une première demande. Et la préfecture, voilà. Je suis allée voir. Je suis pas sûre que vous allez comprendre, mais voilà. Donc c'est des choses comme ça. Alors c'est vrai que je pense que dans le focage, la limite, elle existe. Et elle existe de façon consciente, organisée. On ne va pas jouer contre les complotistes, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il a fallu quand même 3 ans aux responsables d'associations d'accueil, d'accompagnement de personnes exilées sur Lyon pour avoir enfin un rendez-vous avec les responsables de la préfecture pour dire non, enfin, la préfecture ne fait pas son boulot, vous devez accompagner les personnes. C'est pour ça que l'an dernier, il y a une action qui a été faite avec le SAF, le syndicat des avocats de France, avec la CIMAD, avec les associations d'accueil, enfin d'accompagnement migrants, avec la LDH, avec une belle manif. Je sais que du soleil sur l'ouest, c'était super. Mais c'est important, ça veut dire que jusqu'à présent, ça tient. Et ça tenait parce qu'il y avait les associations. Et là, ben, c'est comme les gens qui ne sont pas accompagnés, qui sont dans la rue, les associations en ont marre. On est à un point limite là. Je crois qu'il faut vraiment que ça se bouge, parce que il y a des associations qui ont décidé, je pense à la Ligue, des associations à Lyon d'accueil des mineurs non accompagnés, qui sont importants, hein, qui ont décidé pendant 1 mois de ne plus accueillir de Merci madame. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a non, il y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages où... Je reviens sur les enfants et les écrans, puisque la ville de Villeurbanne avait, c'était pas un engagement, mais parlait vraiment d'être soucieux de ce qui se passait avec les enfants et les écrans, parce que c'est quand même pas anodin, parce que c'est tout petit, on leur met entre les mains quelque chose que nous déjà on n'arrive pas de maîtriser, mais déjà on les voit faire, ils ont une addiction qui est très rapide. Donc, et là je dis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre des associations, parce qu'on fait des actions contre Super Demain, on a fait une action dans la métropole et tout, et c'est vraiment à la marge, quoi. Mais peut-être que au niveau de l'urbain qui est bien, enfin, je veux dire, il va bien dans un bon sens, hein, qui n'est pas le sens de toutes les municipalités. Oui. Oui. Voilà. Non, mais Je me comprends, je pense que tout le monde a compris, qui essaient de faire avancer, de organiser des choses. Voilà, parce que les enfants, nous, ça nous fait mal au cœur de voir ces mômes
et que les parents, parce que quand on apprend, parce que c'est peut-être quelque chose aussi de l'ordre de certaines associations, apprendre le numérique, mais apprendre le non numérique aux enfants, quoi, de ne pas leur mettre entre les mains des tablettes et des Mais voilà. justement pour répondre, je vais le dire parce que vous le disiez pas, une ville de gauche, mais bon c'est mon rôle, je suis de la ville, donc forcément je peux le dire, c'est le bon sens. Bon c'est mon opinion. Et ça c'est fait. Sur la question des écrans, moi la seule anecdote, enfin le seul fait que j'ai par rapport aux enfants, j'ai ni la délégation sur la petite enfance ni sur la question de l'éducation. La seule fois où j'ai été confronté aux écoles, c'est quand suite au plan de relance avec France 2030, enfin bref, suite au Covid, il y a eu le plan de relance du gouvernement. Là ils nous ont dit là pour l'éducation, on a des grosses idées là, on va mettre des tablettes dans les écoles, là, ça va être génial. Avec l'école inversée, vous allez voir, avec les tablettes, là, les enfants ils vont apprendre beaucoup plus vite, ça va être génial. Faut savoir que, autre anecdote, mais les témoignages, encore une fois, je pense que c'est important. Faut vous demander, hein, Mark Zuckerberg, Bill Gates, un créateur respectivement de Facebook et de Microsoft, leurs enfants, ils les éduquent avec des humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran à la maison. Voilà, il y a des humains au-delà du cahier. Moi, je peux faire la craie au sol si je veux, mais en fait, il y a un éducateur, une éducatrice, il y a quelqu'un qui transmet quelque chose. En fait, généralement, et c'est ça aussi, je l'ai lu récemment, si on voulait vraiment éduquer, et si on voulait vraiment aider les parents et les familles avec le numérique, en fait, on donnerait les ordinateurs aux parents, on les donnerait pas aux enfants directement. Et c'est ce qu'ils font généralement. Ils vont donner, moi, j'ai reçu des tablettes parce qu'il fallait du coup mettre les enfants à la maternelle quand même, enfin 3-6 ans devant les tablettes parce que du coup ils vont se développer comme ça. Bon, le recul, je ne sais pas s'il est assez large pour ça, mais je ne pense pas que je me sois construit en tant que citoyen éclairé uniquement grâce. Et pourtant, je suis très tranquille avec le fait de vous dire que je suis joueur de jeux vidéo, que j'adore Twitch, mais je ne me suis pas construit que à travers ça. Donc voilà. Rebondir aussi justement, nous certes on fait du numérique, par contre justement ça me fait penser à une phrase qu'un bénéficiaire disait, c'est en fait chez Musconnect on fait 80% d'humain et 20% de numérique, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des savoirs qu'on donne, mais pas seulement des savoirs, de l'aide de manière générale, en fait elle se fait à travers des gens qui sont certes les salariés, mais surtout des bénévoles. Sur l'antenne de Lyon, il y a plus de 200 bénévoles, il y en a un présent à la salle ce soir, par exemple. En fait, c'est à travers les gens, les personnes qui viennent, qui discutent, qui justement parlent de situations, vont débloquer certaines situations numériquement peut-être, mais surtout en transmettant des compétences et en discutant avec les personnes. Et après, je me suis pas forcément épanchée sur les accompagnements qu'on propose, mais on a plusieurs types. Des accompagnements courts, semi-individuels, en collectif. On fait des parcours collectifs, par exemple, entre 20 heures jusqu'à 90 heures, où justement, on a un groupe entre 5 personnes et 8 personnes, où on va parler parentalité. On a un parcours qui s'appelle parentalité. Donc c'est à destination des parents. Effectivement, on voit Pronote, d'autres outils numériques, parce qu'en fait, de fait, on leur oblige à aller sur Pronote pour aller voir les notes de leurs enfants. Mais en fait, on a surtout aussi des modules à la fin où on discute de qu'est-ce qu'être parent au XXIe siècle et comment accompagner son enfant avec le tout numérique, le smartphone, la question du cyberharcèlement à l'école, etc. Et en fait, ça, on le fait à travers des discussions et pas forcément des modules numériques et un ordinateur. Donc voilà, c'était aussi pour remettre ça au cœur. Nous, on n'est pas militant du tout numérique, on est du militant pour qu'en fait, ça donne le choix, enfin, donner le choix justement à ces personnes d'accéder au numérique ou pas. Voilà. Je tenais à Oui, alors moi je voudrais répondre quand même sur le rôle de la Ligue des droits de l'homme, et je suis désolée, hein, mais j'ai pas de solution et puis j'ai pas de réponse définitive sur peut-on se passer du numérique. Si on voit certains bons côtés du numérique, c'est vrai que ça permet quand même de garder le contact. On voit bien par exemple les migrants
qui gardent le contact avec leur famille, rester sur place, je pense que c'est quand même pour eux, c'est pour eux essentiel. Voilà, bon, il n'y a pas que des mauvais côtés. Il y a une institution, puisque la Ligue, c'est pas une institution, c'est une association. Il y a une institution qui s'appelle le Défenseur des droits, avec des antennes de partout en région. Et je pense que chaque fois que vous avez un problème d'accès aux droits, et parce que vous n'avez pas de smartphone, vous n'arrivez pas à faire certaines choses, il faut saisir le défenseur des droits. Alors, dans un premier temps, l'antenne locale, mais sur la dématérialisation, justement, il y a eu 2 rapports du défenseur des droits. Un premier en 2019 et un autre plus récemment. Donc, il y a un travail qui est énorme qui est fait, et le défenseur des droits a quand même énormément de compétences. Et la défenseur des droits, qui est actuellement Claire Hédon, je ne dis pas qu'elle a tout pouvoir, mais elle peut dire ce qu'elle veut, elle ne peut pas être destituée, en fait. Donc, jusqu'à la fin de son mandat, elle peut dire ce qu'elle veut, et elle s'en prive pas. Je suppose que vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Voilà. Donc, pour la Ligue des droits de l'homme, la défense des services publics ou des services d'intérêt général, comme on dit plutôt maintenant, c'est vraiment depuis très longtemps. On a demandé qu'il y ait des personnels au guichet bien avant la dématérialisation. Mais ce que je voulais... je crois que c'est Gaëtan qui a évoqué le Covid tout à l'heure. Je pense que le Covid et le confinement a fait énormément justement pour que les gens se laissent enfermer. Et nous, on a beaucoup protesté contre le pass sanitaire sur smartphone. Donc, voilà, on a incité les personnes à avoir leur pass sur papier. Enfin, vraiment, on a essayé, mais bon, on a des petits moyens. Après, sur la question de la surveillance qui a été évoquée, je pense qu'il faudrait faire une autre réunion rien que sur la surveillance, parce que là, franchement, on n'aura pas le temps vraiment de faire les tenants, les aboutissants. Oui, non, mais je pense qu'il faut vraiment il faut au minimum 2 heures pour en parler. Alors, je continue, mais très, très rapidement. Dans les questions qui ont été posées, il y a une évocation des printemps arabes et du rôle joué par les réseaux sociaux. Effectivement, en Tunisie, on a vu qu'il y a eu énormément de mobilisation grâce aux réseaux sociaux. Cela dit, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont fait la révolution. En plus, bon, quand on voit ce que ça a donné pour la Tunisie, pour l'Égypte, c'est quand même pas très réconfortant. Mais ça a aussi donné l'idée aux dirigeants de couper les réseaux sociaux quand quand il y a des coups d'État, quand il y a des dispositions qui portent énormément atteinte aux droits pour qu'il n'y ait pas. Donc ça se voit encore en Afrique très récemment, ça se voit en Iran régulièrement. Donc voilà, c'est quand même à double tranchant le rôle des réseaux sociaux. Bah merci, je crois qu'on arrive au bout de 1 heure et demie. On peut peut-être continuer la conversation. Oui, non, c'était pour dire, pour dire qu'il y avait le pot de l'amitié, que de toute façon, on était... ouais, si, il était amené. Et moi, c'était juste parce que c'est ma tradition, parce que vu que je me suis efforcé d'avoir un maximum de témoignages, je m'efforce de toujours donner le mot de la fin à un de mes témoignages. Alors, j'en ai un deuxième du coup sur le Covid, là, vous avez évoqué le Covid. Il y en a un qui dit on passe des commandes en ligne, on prend des apéros en ligne, bientôt on fera l'amour en ligne. Avec le Covid, notre société a gagné 20 ans. Alors, quand il dit gagner, vous imaginez bien que c'est dans le sens perdu. C'était un restaurateur. Donc voilà, c'était pour évoquer le Covid. Et moi, j'avais rencontré Luciano, prof de capoeira, 50 ans, qui m'avait dit cette phrase, et qui m'avait, du coup, c'est cette phrase par laquelle j'aime bien terminer, qui disait « Le portable, ça rapproche ceux qui sont loin, et ça éloigne ceux qui sont près. » Voilà. Je lui laisse le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Bon, le débat a été
assez riches et on peut les poursuivre en petit comité autour du pot de l'amitié. Je vais donc bien sûr remercier Gaëtan et la ville de Villeurbanne pour nous avoir accueillis ce soir. Emma et Emmaüs Connect pour son intervention, Maryse avec des Ligue des droits de l'homme, Justin et donc Alternative économique qui nous a mis à disposition un rédacteur spécialisé pour cette soirée. Je remercie également les collègues avec qui on a monté cette soirée. Un petit mot donc sur l'association des lecteurs d'Alternative économique que je représente ce soir. Donc, si vous ne connaissiez pas cette association, ben voilà ce qu'elle fait, un petit peu partout en France et notamment ici. C'était notre première soirée, on espère qu'il y en aura d'autres. Vous pouvez adhérer à l'association si vous le souhaitez, on a des bulletins d'adhésion. Vous pouvez le faire en ligne si vous le souhaitez aussi sur Helloasso. Bon. Mais voilà. Au casque, on ne laisse pas le formulaire. Voilà, prochain rendez-vous, justement, ça sera 2024-2025 sur la question du numérique. On a parlé tout à l'heure du technosolutionnisme, ce genre de questions. Plus avec les jeunes, on va essayer d'organiser quelque chose avec des jeunes dans des lycées, universités, etc. Donc voilà, c'est un projet que l'association a au niveau national et on a relevé le challenge de faire une prochaine réunion là-dessus, sur d'autres thématiques aussi, hein, qu'on verra entre nous, mais aussi avec vous si vous souhaitez nous rejoindre. Si vous ne l'avez pas fait, si vous souhaitez être tenu au courant, bah, vous pouvez nous laisser alors, le mail si vous le souhaitez, mais également votre adresse postale, on trouvera bien quelques timbres pour vous envoyer les informations par courrier. Et puis tout de suite, bah, on va organiser un petit pot vite fait pour continuer les échanges. Merci à toutes, merci à tous, et à bientôt. Merci.